Bonjour chers découvreurs, je suis en très très bonne compagnie à nouveau aujourd'hui avec un pionnier du MMA en France, Johnny Frachet. Bonjour Johnny. Bonjour, bonjour à tous. Johnny que je vais laisser se présenter son palmarès, les différentes disciplines par lesquelles il est passé et qui continue à pratiquer, et également son implication dans le développement du MMA en France. On t'écoute. Ok, alors je m'appelle Johnny Frachet, j'ai 37 ans, je viens de la région parisienne et je suis un artiste martial. C'est un pratiquant d'arts martiaux, enseignant, et puis combattant, professionnel en tout cas en MMA. Et j'ai combattu dans pas mal de disciplines tout au long de ma carrière et je continue. Pour ceux qui connaissent pas forcément, les arts martiaux se composent de la partie percussion, donc les frappes, la partie préhension, saisie et projection, bah, c'est amener au sol pour projeter son adversaire. Et donc MMA qui signifie mélange d'arts martiaux, mixte, mélange toutes ces distances. Et j'ai pratiqué le MMA en amateur et en professionnel jusqu'à maintenant à un assez haut niveau. En professionnel, j'ai combattu sur pas mal de continents, Brésil, pas mal de pays, pardon, Brésil, Japon, etc. Et j'enseigne en même temps à pas mal de combattants, des loisirs, des amateurs, des combattants pros. J'ai combattu aussi en grappling, qui est une forme de lutte. Il n'y a pas des percussions, de lutte et de travail au sol avec des clés. En boxe thaï en Thaïlande, en boxe anglaise, enfin, en lutte aussi, en lutte olympique. Voilà, donc j'ai pratiqué pas mal et combattu dans pas mal de styles différents dans une recherche d'améliorer ma méthode. Voilà. Dans les arts martiaux. J'ai entraîné pas mal de combattants, de champions. Et puis maintenant, je travaille à la fédération en parallèle de mes entraînements et de ma pratique pour structurer le MMA qui est nouvellement, euh, on va dire, entre guillemets, légalisé en France avec la FMMAF, qui est la Fédération française de MMA où on a mis en place toutes les formations, un système de passage de grade, etc., pour proposer du MMA pour tous, de manière sécuritaire, avec un cadre qui répond aux exigences qui sont très particulières du sport français. Euh, voilà, je pense que j'ai résumé Ouais, un petit peu c'est mon très parcours. exhaustif, c'est très bien. Et par rapport à la fédé de MMA, j'avais une question. Est-ce que tu penses que la représentativité sociale des pratiquants, et là je pense notamment au niveau loisir, jouera un rôle déterminant dans son développement? Je m'explique. Je pense à la boxe thaï en fait, qui dans les années 90, début 2000, il y avait quand même pas mal de pratiquants, ça se développait. On a eu certaines stars et des grands champions, je pense à Kerner ou Skarbowski. Et au final, j'ai l'impression que c'est un sport qui a toujours pâti d'une réputation, voilà, sport de voyous avec les coudes, les genoux, un peu du sang partout, et qui au final n'a pas eu le développement qu'il aurait mérité, du fait Hmm. d'une représentativité sociale qui y était peut-être pas. J'aurais aimé avoir ton avis là-dessus. Alors, c'est une question qui peut être assez complexe. Je vais pas faire la comparaison avec la boxe thaï, donc le muay thai en France, car c'est un microcosme particulier. Même si tous les sports de combat et arts martiaux sont regroupés dans une seule famille qui sont les sports de combat et arts martiaux, en fonction des personnes qui organisent la discipline, du moment, du contexte social, etc., etc., on va avoir une vision du sport totalement différente. Pour le MMA, le côté médiatique, le MMA s'est organisé, en tout cas médiatiquement, la version moderne qu'on a du MMA par les grosses compétitions telles que l'UFC, l'Ultimate Fighting, etc., qui à la base avait très peu de règles et progressivement ça s'est structuré en un des sports les plus sécures. C'est un sport violent mais très peu dangereux en comparaison des statistiques qu'on a dans les sports de motocross, même du rugby, etc. Hmm.
Donc ça, c'est important de faire la différence. Toutes les statistiques montrent que c'est un sport violent, il y a des coupures, etc. Mais en termes de danger grave, il y en a très peu par rapport aux sports qui sont déjà autorisés depuis longtemps, fédérés et en France. Donc ça c'est un Hmm. point qu'il faut mettre en avant et garder bien à l'esprit. Ensuite, un autre point que je voulais mettre en avant pour faire un petit peu, je fais une petite digression qui va revenir à ta question. C'est-à-dire que les arts martiaux mixtes font partie inhérente de la culture française. Je m'explique. On retrouve depuis toujours, hein, jusqu'à des temps vraiment des siècles vraiment reculés, la pratique des arts de combat en Hmm. France et en Europe, mais surtout en France. Notamment un des premiers combats d'opposition de style, donc purement de MMA entre un boxeur et un judoka, était organisé au cirque d'hiver, je crois, dans les années 1700-1800, si je ne Ah me oui, ouais. trompe pas. Et donc c'était déjà organisé par, en plus la bourgeoisie, etc., était très très friande de ce genre d'opposition. Et donc, ça fait vraiment partie. Historiquement, la France a toujours été un sport de combat. Ça a diminué après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, où tous les maîtres d'armes des sports de combat français ont disparu. Donc, il y a eu très peu de transmission. Il y a eu une rupture dans la transmission. Et donc, à partir de ça, toutes les disciplines qu'on a pratiquées venaient de l'extérieur, sauf la boxe française, qui est une anomalie en fait en France. Hmm. Alors, le MMA, si on le présente comme un sport nouveau, qui vient de l'extérieur, etc., et qu'on doit tout reconstruire, effectivement, on peut arriver sur un sport qui devient un petit peu peut subir un petit peu certaines caricatures. Voilà. Un sport de violent, un sport où seuls les combattants, les meilleurs combattants viennent, je sais pas moi, de cités ou de milieux difficiles et ils utilisent les sports de combat pour s'en sortir, etc. Un petit peu les stéréotypes qu'on avait avant avec la boxe thaï, etc. Hmm. Tout va dépendre de la présentation qu'on fait du MMA par les médias, par les différents acteurs du MMA en France, donc les encadrants, c'est-à-dire les enseignants, et comment les méthodes d'enseignement du MMA, c'est-à-dire que si on propose que du MMA compétitif, d'accord, donc que Ouais. tourner vers la compétition, seulement tourner vers la compétition, là effectivement on risque d'avoir une vision, un seul type de personne qui se reconnaît dans cette pratique, et donc bah, effectivement en fonction on juge souvent un arbre par ses fruits comme on dit, et ben on dira que ben, le MMA est un sport que pour les gens qui sont très compétitifs, qui veulent un fort ego et qui veulent être au plus haut niveau. Non, le MMA, d'ailleurs c'est le travail de la fédération, nous voulons proposer le MMA et nous proposons du MMA à différents publics. Si on propose à différents publics, on va pouvoir proposer une interprétation du MMA différente pour chacun, adaptée pour chacun, et ainsi la vision que le grand public va avoir du MMA va être une vision, j'ai envie de dire, global, c'est-à-dire voilà, c'est un sport qui peut être effectivement de compétiteurs, mais il touche aussi toutes les classes de la société parce que il répond à différents besoins de pratique. D'accord? Je commence à 7 heures à 8 heures le taf, je travaille, je sais pas, dans la finance, etc. J'ai un cours de 6 à 7 où je me fais pas, je ne m'abîme pas, il y a du contact, mais Hmm. tout est mesuré, je progresse et je ne m'abîme pas, je progresse dans ma pratique. Et donc là, on touche à un autre type de public, etc., etc. Là, je caricature un petit peu, mais c'est pour montrer que la vision va dépendre du type de pédagogie proposée, du type de communication que les médias vont choisir, et aussi l'histoire. L'histoire et les symboles transmises qu'on va communiquer dans la transmission du MMA. Voilà, et ça, c'est très important. Après, je veux quand même dire que ça, c'est un peu nouveau ce que je dis. C'est-à-dire que c'est pas je ne suis pas sûr que ça soit la majorité des encadrants et des pratiquants du MMA qui voient le MMA comme euh, euh, à cette manière en fait. Mais on voudrait on voudrait communiquer une vision du MMA qui soit à cette image. Oui, parce que c'est exactement le mot sur lequel j'allais revenir, et tu en as parlé tout à l'heure de vision, justement.
c'est qu'il faut, bon, sans pour autant voir la chose comme quelque chose de ultra pyramidal et hiérarchisé, mais il faut que les acteurs du MMA français et qui veulent le transmettre aux gens aient une vision, en tout cas une grosse partie de leur vision en commun, quoi. Alors justement, un point important, c'est qu'on a établi un système de grades dans le MMA français qui avait déjà mis en place par Bertrand Moussou. On s'est inspiré un petit peu de ce qu'il a fait, mais on a développé tout le système de grades. Pourquoi? Pour pouvoir proposer un cheminement interne à la pratique qui soit autre que celui compétitif. C'est-à-dire que je vais pouvoir évoluer de grade en grade dans ma maîtrise des différentes techniques, des différentes exigences du MMA. Donc, forme de physique, technique, tactique, stratégique au fur et à mesure de ma pratique. Et ainsi, la personne qui veut pas faire de compétition va pouvoir évoluer grâce à ce système de grades qui est évolutif, qui est pas trop enclavé, trop fermé, qui laisse part à l'expression de chacun parce que le MMA, c'est un art avant tout. Et donc, comme tout art, on a une part d'expression. Et grâce à ce système de grades, on va pouvoir avoir un langage qui est commun, une nomenclature commune à toute la France, des méthodologies qui sont pas communes, mais en fait qui sont connexes, voilà, connectées, c'est le bon mot, mais avec qui laissent la part d'expression à chacun, et à la sensibilité, etc., à chaque pédagogie, chaque méthode, chaque pratique. Et de ça, on va pouvoir avoir un système ben, où les gens, par exemple, tu t'entraînes à Paris, tu vas dans un club, je sais pas moi, à Lille ou à Marseille, tu vas pouvoir t'y retrouver. Par exemple, tu dis, ok, moi je fais pratique tel type de sparring. Alors pour ceux qui ne Hmm. savent pas, le sparring c'est du combat d'entraînement. Donc je pratique à 60%. Donc tu sais que tu vas pouvoir aller dans un club. En disant ça, tu vas pas te faire, Oui, il n'y a pas de mauvaise l'intensité sera surprise. pas, voilà, tu n'auras pas de mauvaise surprise, tu vas pouvoir pratiquer et vivre ta pratique progressivement. Donc le système de grade va permettre un moyen d'évaluation au fur et à mesure de ta pratique et aussi va donner une nomenclature, un système de communication commune intradisciplinaire. Hmm. Et ça va aider ce système. L'objectif, c'est qu'il aide sur le temps, ben, bien sûr, à la structuration, au fait que les combattants et les pratiquants soient très complets. Parce qu'ils ici, quand ils arrivent au grade noir, ils vont pouvoir, et ben, normalement, ils ont vu l'ensemble des techniques, même s'il y a toujours à apprendre, hein. Mais en même temps, ça nous permet d'avoir un système un petit peu français sur lequel on peut s'évaluer, évoluer et aussi développer des pédagogies. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Tu prends n'importe quelle autre discipline, par exemple dans les maths, la science, etc. Tu as des cahiers, des gens qui ont écrit des méthodes. Tu vois, alors on commence par Hmm. ça, le début c'est ça, l'étape 1, 2, 3, c'est ça. Dans les arts martiaux, on rédige pas, très peu. Tu vois, à part Ouais, un ouais. peu les Japonais, les Chinois, etc. On rédige pas, personne rédige rien du tout. Et donc en fait, c'est comme si on perdait un petit peu. C'est qu'une transmission Ouais, à visuelle chaque et étape. orale. Voilà. Et donc le système de grade va permettre un petit peu, il va évoluer bien sûr, il n'est pas parfait, mais il va permettre un petit peu une homogénéisation de la pratique, améliorer la connaissance, la compréhension, la communication, pardon, des pratiquants en France. Voilà. Et j'ai l'impression aussi que pour le sport amateur et notamment le développement, donc du coup le nombre de licenciés, il y a quelque chose qui est clé, c'est le nombre de pratiquants juniors et même adolescents. Et que Mhm. historiquement, en France, les sports notamment de percussion, qui impliquent plus ou moins de traumatisme, je vais de l'écorchure au trauma crânien, ben, ont peut-être un peu mauvaise presse ou sont pas forcément les sports vers lesquels vont se tourner les parents pour inscrire leurs enfants ben, de peur qui s'esquintent et que du coup le développement d'un sport comme le MMA passera vraiment sur une bonne communication du contenu des classes chez les plus jeunes et peut-être avec une présence modérée, adaptée de la percussion dans ces cours. Effectivement, en fait, en créant une progression, une progressivité dans l'enseignement et dans la pratique, on va pouvoir garantir ou augmenter la sécurisation du cheminement du pratiquant. On va améliorer ben, le traitement de l'information. Par exemple, si on n'autorise pas toutes les frappes ou alors pas toutes les distances
Parce que dans le combat, même debout, par exemple, tu parlais pour les percussions, il y a différentes distances. La longue distance, c'est quand on est très loin de l'adversaire, on ne peut pas le toucher. La mi-distance, c'est quand on a besoin d'un pas pour le toucher. Et la courte distance, c'est quand on est déjà collé, quoi. Et donc, dans le MMA, on retrouve toutes ces distances dans la partie de percussion, donc debout. Et en mettant, sans rentrer dans les détails, un système de progression, une progressivité adaptée aux différents aux différents âges d'apprentissage de l'individu. On a utilisé un tableau, des recherches qui sont le développement à long terme de l'athlète, c'est-à-dire comme à quel âge les recherches ont montré à quel âge on apprend plus facilement quoi? Hmm. L'appréhension, la notion des distances, et que c'était le timing, etc. Toutes les notions spatio-temporelles, en fait, si tu veux. Hmm. Ouais, ouais. Et en fonction de ça, on a établi ce système de grades et la pédagogie, ce qui va permettre que l'individu arrive quand, à la maîtrise du MMA, enfin de 95% des techniques du MMA, quand il est en grade noir, et c'est là qu'il a le droit de pratiquer le MMA avec toutes ses armes, toutes ses possibilités. Et donc il est passé par un chemin d'apprentissage très progressif qui lui a permis de maîtriser tout ça, déguiser un petit peu son temps de réaction, sa notion de la distance, etc., pour lui permettre, pour pouvoir, s'il le souhaite, accéder à la compétition ou même aux confrontations amicales, c'est-à-dire aux combats d'entraînement, plus libres. Et donc, on évite toutes les blessures. C'est comme si je te disais, tu commences, t'as le permis et tout de suite tu passes en Formule 1. Bah, tu risques d'aller dans le mur. Compliqué. Enfin, voilà. Alors par contre, si tu passes par les différentes catégories, tu sais, je crois qu'il y a la Formule 3000, etc. Et tu apprends plein de trucs. Tu fais Oui, même du du karting, je crois, karting, avant. etc. Voilà. Et donc, en fait, c'est ce qu'on a, pour généraliser, c'est ça. Donc, tout est dans la pédagogie, l'approche, la progressivité. Et donc, ainsi, si on sécurise la pratique, on montre qu'on a aussi tout le côté administratif, les assurances, les formations des enseignants, etc., toutes les règles sanitaires, enfin bref, tout ça. Et si on suit tout ça, l'objectif est de montrer que le MMA peut est un sport aussi adapté que le karaté, le judo ou même d'autres disciplines pour tout type d'âge. Voilà, même, et je pourrais même dire les seniors. Parce Hmm. que on va travailler avec des spécialistes du sport qui vont permettre de pouvoir d'utiliser le MMA comme un véhicule, comme un vecteur d'apprentissage technique, d'hygiène de vie, etc. Donc il n'y a pas que le côté compétition, il y a le côté développement, éducatif, il y a le côté hygiène de vie, etc. Mais c'est pas les mêmes pratiques. Et là où l'art, où toute la chimie se passe, c'est dans un même cours, quand on arrive à avoir plusieurs types de publics et à leur proposer dans le même cours différents thématiques pour répondre à leurs besoins et à leurs spécificités. Là, on est dans quelque chose d'intéressant et le MMA, de par sa diversité, s'y prête particulièrement. Hmm. Et ce à quoi tu me fais penser en préparant l'émission, j'ai lu que fin 19e siècle et pendant une bonne partie du 20e siècle, les sports de combat et arts martiaux en France étaient associés à la gymnastique en fait. Donc qui est un sport éminemment multidimensionnel et qui nécessite différentes qualités physiques et au niveau de la psychomotricité. Et effectivement, je pense que je vais te rejoindre là-dessus. Euh, le MMA, c'est un peu une chance de proposer un autre sport, hein, évidemment, mais une chance pour les enfants, les jeunes et notamment les seniors aussi, desquels tu as parlé, pour justement entretenir, développer ces qualités qu'il va être difficile de développer de front dans d'autres types de sports de combat, arts martiaux ou même autres types de sports tout court. Ça me fait un peu penser au décathlon des sports de combat, tu vois. Mhm. Effectivement, si on voit le MMA comme, voilà, si on prend une personne qui a 60 ans, qui est en plutôt bonne santé, mais qui a perdu un petit peu de la mobilité articulaire, un petit peu de niveau cardiovasculaire, etc. Et le médecin lui dit, voilà, tu dois aller faire une activité physique pour rester en forme. Il faut qu'il soit capable, déjà, il faut qu'on divulgue ce type de pratique, mais il faut qu'il soit capable d'identifier un Complètement. club de MMA s'il a envie,
et que dans son club, on puisse lui proposer quelque chose qui répond à son besoin. Ah, par Hmm. exemple, il adore les sports de combat. Comment le professeur va pouvoir lui proposer un cours qui est adapté à son niveau, à ses besoins, à ses goûts, etc. Là, ça devient vraiment intéressant en termes pédagogiques, sur plein de points sportifs, etc. Si cette personne, on arrive à la faire progresser, mais améliorer sa santé et en même temps améliorer ses performances, alors avec un athlète de haut niveau, ça sera encore plus facile. Donc il y a quand même un point commun entre tous les types de pratiques, même Hmm. si la compétition n'est pas forcément une fin en soi. Mais je pense qu'on peut proposer le MMA grâce à des travaux de déplacement, de motricité, de gestion de l'espace, de gestion d'intelligence kinesthésique, etc. De plein de choses. On peut vraiment aider, entrer le MMA dans une pratique d'hygiène de vie. Donc dans Hmm. le sport on peut pas, une approche qu'on retrouvait avant la Première Guerre mondiale, qui était la pratique hygiéniste, c'est-à-dire Oui, tout à le fait. sport pour l'hygiène de vie. Hmm. Et le MMA, certaines méthodes de pédagogie du MMA, de la pratique du MMA, peuvent rentrer dans le cadre du sport hygiéniste. Hmm. Et là, on a beaucoup parlé des vertus au niveau physique, santé. J'aurais bien aimé aborder aussi le côté vertu au sens de développement moral par Mhm. rapport au MMA et même les sports de combat. Et là, je vais faire appel à ton expérience de coach notamment. Euh, Si tu as vu des gens évoluer de manière positive, se calmer, canaliser leur violence ou leur tension par la pratique d'une activité qui justement est essentiellement, enfin, au sens littéral du terme, violente, c'est de la confrontation. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu observer? Je reviens juste sur la partie physique. Oui, Si tu marches tous les jours, tu vas améliorer ton cycle de marche. Tu vas avoir une influence sur les muscles utilisés lors de la marche, ton système cardiovasculaire, etc. Donc, de manière inhérente, la pratique des sports de combat, ou du MMA en particulier, va entraîner des modifications, des adaptations physiologiques chez n'importe qui, surtout si elles sont progressives, etc. Donc, de toute façon, on va améliorer son contrôle musculaire, sa mécanique, sa biomécanique, etc. oui, sa Quel santé que au soit sens l'âge. global. Voilà, sa santé en général. Sans rentrer. Après, ça, c'est vraiment. Je ne parle pas pour à un niveau professionnel, je parle à un niveau loisir. Et une pratique bien équilibrée, bien établie, Structuré. bien structurée. Voilà. Comme pratiquement tous les sports. Mais le MMA est intéressant puisqu'on a toutes les directions. On est au sol, debout, on est en confrontation avec un partenaire, on a le cardiovasculaire, enfin tout plein de, de domaines qu'on va pouvoir développer. Donc pour ça, c'est une super discipline, si elle est bien utilisée, comme tout sport d'ailleurs. Maintenant, le côté, comment tu veux l'aborder? On parle du côté psychologique, mental, enfin, la partie qui n'est pas physique, on va dire, d'accord? Même si les deux sont liés. On va dire ça, la Exactement, oui. partie qui n'est pas physique, parce que il y a certains termes, peuvent être utilisés, peuvent être mal compris, donc on va dire la partie psychologique mentale, voilà. Euh, alors, c'est une question que je me pose très souvent. J'ai travaillé en prison dans un projet pendant 2 ans et demi, 3 ans à Fleury-Mérogis de découverte des sports de combat et des arts martiaux dans la prison Ok. d'hommes et de femmes à Fleury-Mérogis pour utiliser les arts martiaux comme vecteur de développement personnel, etc., etc. Hmm. Et en plus de ça, j'ai travaillé bon, avec des cas spécifiques aussi, des Oui, cas bien assez sûr. lourds, enfin des cas, et sans rentrer dans les détails, Hmm. mais ensuite ma pratique au fur et à mesure de ma carrière d'enseignant, avec plein de gens de plein de niveaux, de plein de classes sociales différentes, voilà. Et ensuite, qui avait chacun des avantages et des problématiques, et aussi ma pratique personnelle. Quand je fais la somme de tout ça, je dirais que les sports de combat, je sais pas pour les autres sports, mais en tout cas là, sports de combat, am- vont rêver, vont augmenter les défauts
et les qualités que tu as déjà à la base avant de pratiquer. Ah, je veux bien que tu Alors, développes parce que c'est très intéressant là, ce que tu dis. c'est parce que c'est très galvaudé de dire les sports de combat vont permettre de faire améliorer quelqu'un qui était violent, il va Hmm. comprendre que la violence, non. Un samouraï zen. Combien de boxeurs, mais même les samouraïs, ils étaient pas tous super cool. Beaucoup se livraient à des actions qui étaient immorales, voire amorales, Hmm. et tout. Donc, non, en fait, j'ai vu plusieurs personnes qui sont rentrées qui sont rentrés, qui avaient déjà un ego assez développé, et ils sont devenus des champions, ils ont atteint une grande maîtrise des arts martiaux, des sports de combat et du MMA, et ils ont développé un ego encore plus surdimensionné. Mais Des personnes qui étaient... Ouais, donc, ego effet- surdimensionné, je te suis totalement et bon, il y a plein d'exemples d'ailleurs, quand je dis mais surdimensionné, c'est un... Ok, d'accord, c'est pour bien mettre l'accent sur le fait que... en fait, l'image qu'on a du pratiquant d'arts martiaux ou du champion ses qualités sportives entraînent un niveau de maîtrise de lui-même et puis un côté zen et tout ça. Non, ça c'est un peu une croyance qu'on a. Souvent, on jette la pierre sur les footballeurs parce qu'ils sont mis à la lumière et tout, mais les pratiquants de sport de combat, c'est pareil. Et on le retrouve chez les grands maîtres d'arts martiaux qui font plein de vidéos, etc., qui disent qu'ils vendent une invincibilité par un système de maîtrise de l'énergie interne et tout, et qui mentent, en fait, ils font que ça pour avoir leur cours autour d'eux hmm, et un côté un peu gourou, etc. Donc ça se retrouve, et la même chose chez les champions. Ils veulent être numéro un, pas pour s'améliorer forcément eux-mêmes, c'est un de leurs objectifs, mais c'est aussi pour briller, pour gonfler leur ego de manière surdimensionnée, etc. Enfin, je dis ego, je sais pas si leur fierté, enfin, tu comprends l'idée. Donc, les arts martiaux et les sports de combat peuvent t'améliorer, peuvent être un vecteur d'amélioration de la personne, mais souvent ne le sont pas. D'accord? Comme hmm. toute discipline qui est maîtrisée, dans lesquelles on se porte, que ce soit l'art, la lecture, etc. Je sais qu'il y a toujours un côté qui peut entraîner le déséquilibre chez une personne. Ça ne va pas forcément l'améliorer. Ou Hmm. alors, par exemple, un sportif, il va être super bien équilibré dans sa pratique, dans son cadre, mais tu le mets dans un autre cadre, il va être déséquilibré. Peut-être que chez lui, ça va pas. Peut-être qu'il est, il est hyper, il est patient quand il s'entraîne, il est compréhensif, il prend son temps, il est organisé, etc. Mais hors Il de ne ce cède pas cadre. à l'émotion. Et quand il est chez lui, il s'embrouille avec sa femme, il la trompe dans tous les sens. Il fait, Hmm. enfin après, chacun fait ce qu'il veut, mais Ouais, bien vous sûr. avez compris. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas forcément l'image qu'on développe dans la pratique ne va pas forcément se transférer. Les bons côtés qu'on développe dans la pratique ne vont pas forcément se transférer dans la vie de tous les jours. Hmm. Voilà. Parce Donc que, ça c'est dans toutes les disciplines, je pense. hmm. Parce que, en fait, ce à quoi je pensais, enfin, j'y réfléchissais là, en t'entendant parler, c'est que, en fait, la pratique des sports de combat, et là, je ne me limite plus qu'au MMA, ça va être une façon d'être confronté à la violence, certes dans un cadre, mais justement, nous apprendre aussi l'humilité. Et justement, il y a des gens qui vont avoir un gros ego, et il y en a certains qui, effectivement, c'est des génies du combat, et leur ego ne va faire que grandir à mesure qu'ils vont briller en sparring et pendant des matchs. Mais le commun des mortels, entre guillemets, euh, je pense que ça les fait un peu rentrer dans l'orange. Je m'explique, c'est que, tu vois, on parle souvent d'une société violente, notamment dans les sociétés développées. Et quand je parle de violence, c'est pas uniquement physique, le manque de respect entre les gens. Tu vois, les gens se parlent mal, le ton peut vite monter, etc. Et en fait, ça m'a fait penser au duel d'honneur, tu sais, qui était d'ailleurs Mhm. interdit à la fin du 19e siècle, mais héritier du duel qu'on appelait judiciaire. Et ces duels qui étaient avec arme à feu ou à l'épée pour l'aristocratie, l'étaient en boxe française, donc savate et boxe anglaise, pour les classes plus populaires. Mais si quelqu'un avait un mot de trop ou un comportement justement qui était déshonorant, on pouvait aller jusqu'au bout
de la logique de la confrontation. Et ce à quoi je pense, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent de l'ordre établi, de la politesse et le respect envers les autres, parce que justement, ils n'ont pas cette connaissance, ou en tout cas connaissance non cadrée de la violence. Et c'est le type, tu vois, qui dans sa voiture va insulter tout le monde. Toi, tu vas juste descendre pour t'expliquer avec lui et lui dire de se calmer. Et limite, il va prendre peur et il va s'enfermer à double tour, tu vois. Hmm. C'est intéressant. C'est intéressant. Je... Parce que ça te Ce que les arts permettait en fait martiaux vont d'assumer, tu apprendre, vois. Il fallait assumer. Il fallait ouais, assumer je sais justement. pas. Je sais Ouais, je pas. t'écoute. Je sais pas. Je sais pas. Je me pose toujours la question du transfert. Que ce soit dans les sports de combat, que ce soit, je m'explique, le transfert de qualité. C'est-à-dire qu'on améliore, on apprend par exemple la patience dans le fait et la réflexion, l'anticipation, la pensée organisée dans le jeu Hmm, d'échecs. C'est pas pour autant que ça va se transférer dans forcément ta dans vie. notre vie tous les jours. Hmm. Pour toutes les disciplines. Donc, à quel moment il y a transfert? Ouais. Donc, ça, c'est la bonne question. Et quelle discipline crée du transfert? D'accord? Ça, c'est Hmm. vraiment intéressant. On le voit, on dit que c'est pas parce que tu es psychologue, que tu es un super coach mental ou coach de vie que toi, dans ta vie, tout va bien. Tu vois? Donc, il y a plein Hmm. de. Voilà. Donc, à partir de quel moment? Là, c'est la bonne question. On touche quelque chose vraiment d'intéressant. Puisque Bah, je pense que tu vois. je vais partir au niveau personnel. Ouais. Si je peux me permettre, je vais parler au niveau personnel. Parce que au niveau des élèves, j'ai vu, je vais parler au niveau personnel. Au niveau personnel, j'ai eu cette recherche très rapidement grâce à l'introspection. C'est-à-dire, j'ai commencé à m'auto-évaluer. À partir du moment où j'ai commencé à m'auto-évaluer, j'ai mis en place, j'ai pu mettre en place les moyens de ma progression. Ou même si je ne progressais pas, j'avais une conscience en moi, j'ai une conscience en moi qui est plus précise, puisque je m'évalue. Je pars d'un point A, par exemple, il y a 6 mois j'étais comme ça, et là, dans telle situation, j'arrive à mieux gérer en fonction de mes objectifs. Alors là, se pose la question des objectifs et des valeurs. Ce qui va être important, c'est quand la personne prend en compte le système de règles dans le milieu euh, dans lequel elle veut réussir ou atteindre des objectifs, les sanctions encourues si elle ne respecte pas ces règles, qui peuvent être pas forcément physiques, hein, qui peuvent être plein de types de sanctions, ou les risques encourus ou les conséquences plus négatives perçues si elle enfreint ses règles ou si elle ne les respecte pas, là, la personne en général va commencer à suivre les règles et va commencer à chercher à s'améliorer et à avancer dans le cadre des règles qui sont définies. Là, c'était vaste que j'ai dit. Mais par exemple, un combattant, quelqu'un qui vient d'un milieu qui est plutôt violent, qui ne respecte pas les règles, dans la vie de tous Hmm. les jours, il fait jamais ses papiers, etc. Et il s'embrouille avec tout le monde. Il fait pas ses attestations Covid, enfin n'importe quoi, quoi. Voilà, tout ça, exactement. Et ben là, le mec, si il veut faire de la compétition, il est obligé d'avoir un certificat médical, d'avoir Hmm. une licence, de passer des Ouais. grades. Il a des responsabilités. Progressivement, ces responsabilités, si il persiste dans sa pratique de compétiteur il comprend que le prix à payer pour pouvoir accéder au statut de compétiteur et faire ses compétitions et donc aller vers ses objectifs, c'est de remplir tous ces obligations. À force de les faire, ça va devenir naturel. Et donc pour Hmm. lui, c'est les prérequis, c'est-à-dire que je vais à la salle, j'ai un équipement spécifique, je prends soin de mes partenaires parce que sinon personne ne va vouloir s'entraîner avec moi. En même temps, je dois avoir mes papiers de manière administrative pour pouvoir accéder à la compétition. Peut-être que ça va lui donner plus de rigueur
le jour où il doit souscrire à une assurance, le jour où il doit payer ses impôts, le jour où il Hmm. doit faire un crédit, faire des papiers dans sa vie de tous les jours. Peut-être que il y aura un transfert. Donc parfois le transfert, il ne se fait pas forcément euh, dans la personnalité, mais plus dans les actions. C'est-à-dire que la personne, elle reste la même, mais sauf qu'elle se cadre, c'est-à-dire qu'elle prend conscience. Il y a des règles pour arriver à mes objectifs, il faut que je respecte ces règles. Et souvent, les arts martiaux donnent un cadre. Souvent, donnent un cadre. Hmm. Mais ne changent pas la personne de manière intrinsèque. Tu vois ce que Oui, je oui. veux dire? Et c'est ce que Et tu disais en début de ça podcast, c'est ça. important. Hmm. Ça, c'est vraiment. Ça, je pense que c'est important. C'est ce que j'ai vu. C'est pas pour être pessimiste, mais c'est ce que j'ai vu. Parce que Hmm. sinon, tous les plus grands champions seraient des super personnes. Et malheureusement, c'est pas le cas. Oui, c'est ça, et ce serait la thérapie, entre guillemets, ultime pour tous les gens qui Voilà, c'est se ça. cherchent et qui cherchent un cadre. Mais en fait, ce que je trouve intéressant aussi dans les arts martiaux et les sports de combat, c'est cette notion justement de confrontation. En l'occurrence, elle est physique, mais tu vois, si on prend la confrontation au sens large, qu'elle soit Mhm. physique ou intellectuelle, c'est quelque part se confronter à la mort. Je m'explique. Pas de panique, je vais pas rentrer dans un truc horrible, mais c'est que si tu fais un débat avec quelqu'un, par exemple, donc là on se situe au niveau intellectuel, tu vas débattre, forcément on a tous un ego. Si tu perds entre guillemets le débat, tu vas connaître une sorte de mort sociale, tu vois. Ton aura va en pâtir, puisque Mhm. quelque part, j'allais dire tu te seras fait ridiculiser, ça c'est dans le pire des cas, mais en tout cas, ton interlocuteur t'aura mouché, tu vois, avec ses arguments. Mhm. Par rapport au sport de combat, là aussi, ce qui est intéressant, notamment avec tous les sports de combat qui se sont ritualisés, qui se sont sportivisés, entre guillemets, avec des règles, c'est qu'il y a quasiment toujours une mort symbolique. C'est le hippon en judo, le tombé en lutte, je crois qu'on appelle ça comme ça, l'arrêt de l'arbitre au MMA par exemple, ou tous les sports de soumission, au jiu-jitsu brésilien, en lutte livrée, où on accepte, on reconnaît en fait sa mort symbolique. Et pour revenir au transfert, c'est que finalement, ça permet d'être confronté à des choses essentielles de la vie qui sont vraiment ancrées en nous. Enfin, la mort, c'est ancré en nous. Et du coup, je pense que le transfert a peut-être plus d'impact depuis les sports de combat qui font qu'on se confronte à cette mort symbolique, une fois de plus, que peut-être d'autres activités. Et du coup, par rapport au développement personnel et au fait de nous cadrer et remettre de la valeur sur les choses, ça nous aide parce que, mine de rien, c'est la mort qui indirectement donne de la valeur aux choses. Et d'ailleurs, on relativise souvent, tu sais, en utilisant l'expression il n'y a pas mort d'homme. Mhm. Euh, c'est intéressant, j'avais jamais vu ce point de vue-là de la mort, etc. C'est vraiment intéressant. Après, euh, tu banalises au fur et à mesure de ta pratique, c'est-à-dire que tu sépares les risques, c'est-à-dire une frappe n'est plus une frappe. Tu vois, la Hmm. douleur n'est plus la même douleur que la douleur d'un coup de pied, même dans la tête, ou d'une fracture, d'un combat, n'est plus la douleur d'un accident. C'est plus la même chose. Puisque tu connais, tu mets des mots, tu mets des sensations, tu connais le chemin. Et donc, ça devient plus exactement la même chose. Euh, Après, Symboliquement, on pourrait dire que ça représente la mort et que, effectivement, on pourrait dire ça. Maintenant, ça nous ça te permet de donne nous des... y confronter, tu vois. Et juste Ouais, là, ouais, ouais, ouais. pour rebondir sur ce que tu dis, je suis assez d'accord avec toi. Quand tu es un pratiquant de longue date, tu finis par te familiariser avec tout ça et effectivement, tu désacralises toutes ces sensations, ces douleurs même. Mais mine de rien, et il y a beaucoup de combattants qui le disent, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'à un niveau amateur comme absolument professionnel, il y a cette peur qui est souvent partagée et le fait de se sentir vivant. Et une fois de plus, quel que soit le niveau, avant de monter sur le ring, l'octogone, sur un tatami, et c'est un sentiment qui va être vécu évidemment différemment, dans des amplitudes différentes, mais qu'on va souvent retrouver chez les combattants en fait. En tout cas, Hum, moi, ceux avec qui j'ai pu parler, pro ou amateur, hum. malgré la J'entends. familiarisation, tu vois, avec Ouais, tout ça. ouais, ouais, t'as toujours cette sensation, effectivement, de ce que les samouraïs appelaient franchir le gouffre. Tu vois, passer le cap.
pas rentrer dans la zone de in-fight. Tu veux cette sensation que tu dois passer sur scène, où tu dois aller combattre, où tu dois bah, c'est le moment, c'est là, là. Et donc, Hmm. effectivement, cette sensation de, comme tu dis, confrontation, là, cette sensation où tu dois passer à l'acte, mais pas dans le sens négatif, hein, mais Et non, passer bien à sûr, l'acte, bien tu vois. sûr. Hmm. Et c'est vrai que ça t'apprend à ça, ça t'apprend à supporter ça, à supporter, à te familiariser avec ça. Et d'ailleurs, C'est vrai. l'idée de gouffre dont tu parles, elle est super intéressante quand tu reprenais apparemment une expression qui vient de chez les samouraïs, mais c'est une sensation qu'on va être nombreux à ressentir lorsque tu as un entretien d'embauche, tu as un rendez-vous Mm, galant. Tu vois, justement, se confronter, là en l'occurrence, il va plus s'agir d'une mort sociale à laquelle je me référais pour le débat tout à l'heure, mais où justement, tu vas te révéler quelque part. Et c'est là où on va voir la vraie valeur des choses, de tes arguments, de ta préparation, de tes capacités à combattre s'il s'agit de sport de combat. Enfin, c'est vraiment dans la confrontation qu'on va se révéler, j'ai l'impression. parce que, parce que une grande partie de cette émotion, de cette sensation et du ressenti lors de ce moment-là, c'est que le moment devient sacré, dans le sens office, c'est un sacrifice, dans le sens office sacré, de l'action importante, d'une action sacrée, c'est-à-dire que toutes les actions que je vais avoir pendant 15 minutes, ou pendant les 5 minutes de mon entretien, ou pendant Hmm. les 1 heure de ma rencontre galante, ou alors pendant les 1 heure de ma représentation, vont avoir une, une, une conséquence directe sur mes objectifs de vie. Alors que dans la vie de tous les jours, si tu te trompes, si tu fais tomber ton assiette, si tu dis une connerie en famille, etc., ça n'a pas forcément de grosse influence sur ton objectif. Mais là, quand tu as un objectif qui est lié souvent à tes valeurs, c'est un objectif de vie, là, l'office devient sacré, tu fais un sacrifice. Et donc, à Hmm. ce moment-là, la perception du temps, de tes actions, de l'importance de chaque action est biaisée. D'ailleurs, Hmm. pour qu'un un athlète ou un performeur ou quelqu'un qui va parler devant des foules euh, soit au top niveau, souvent on lui dit que de s'entraîner, que c'est pas l'entraînement qui doit ressembler à la compétition, que c'est la compétition qui doit ressembler à l'entraînement. Hmm. Ça veut dire que tu dois pas chercher le jour du combat ou le jour de ta représentation à être différent de ce que tu es tous les jours quand tu communiques avec les gens. Il faut que déjà dans ta vie de tous les jours, tu sois en accord, en attitude et en esprit, j'ai envie de dire, et en action avec le résultat escompté le jour même. Si tu n'es pas en accord avec ça, si tu n'es pas en adéquation, si jour après jour tu ne vis pas ce dont pourquoi tu vas prétendre le jour J, tu risques, s'il y a trop d'écart entre les deux, tu risques d'avoir beaucoup de doutes et de mal vivre ces doutes. Par contre, si dans la vie de tous les jours, ça ne veut pas dire que tu dois être tout le temps stressé, tout le temps hyper concentré, etc., mais que tu es en accord, tu as une harmonie avec ça, tu es vrai, tu vois, tu es vrai Hmm. avec tes objectifs et C'est avec ton cohérent. attitude, eh ben, tu vas être le jour de la compétition, c'est bon, ça va couler tout seul. Tu vas y arriver puisque tu es tout le temps sur ce chemin-là, tu es tout le temps dans cette lignée. Mais le chemin, là, il est, c'est un chemin d'équilibre, c'est un chemin comment on dit, d'équilibriste. Tu vois, un petit pas à droite, un petit pas à gauche, tu te sens. Et plus tu pratiques, plus ce chemin il devient gros, parce que tu as de plus en plus de confort. Et que ça soit la communication de groupe, que ça soit un sport de haut niveau, etc., au fur et à mesure, c'est pas que tu banalises, c'est que tu as l'habitude. Donc en fait, l'émotion ne change pas. Juste, tu as l'attitude dans cette émotion, tu as l'habitude, et donc tu arrives à t'exprimer au mieux de tes capacités à chaque fois. Tu vois. Et Hmm. parce que dans la vie de tous les jours, tu incarnes celui que tu dois être de plus en plus précisément celui que tu es quand tu dois performer à ton mieux. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et Très donc, en bien. fait, c'est ce qu'on apprend, je pense. Ça, c'est ce qu'on apprend le plus dans les arts martiaux et dans les sports de combat et en tout cas dans la compétition. Je voulais revenir sur un point, si tu permets, au niveau de la violence. Ça, c'est un point qui est très important et qu'on parle pas assez. C'est que de nos jours, avec les règles sociales, avec toutes les normes,
toutes les idées, les philosophies, etc. Notamment en France, par exemple, on a développé, tu sais, un esprit un peu des Lumières, tu vois, où on règle les conflits grâce à la L'intellect, la communication, discussion, ouais, ouais. l'intellect, etc., etc. C'est super, Trop parfois. super. C'est c'est super parfois. Mais il faut pas qu'on oublie qu'on a un corps. Il faut pas qu'on oublie que il peut arriver parfois où l'être humain a un autre besoin primaire ou primal qui est celui de se défendre. Il y a la communication verbale, la réflexion, le fait de s'alimenter, le fait de s'accoupler, si tu veux, etc., de se reproduire, etc., de réfléchir, de se développer, de s'améliorer, d'améliorer son confort et tout. Mais est-ce que c'est Mais pas ça qui nous fait parfois, peur, justement? il y a Le le côté côté, ouais, de rendre primaire à nouveau, tu vois, dans le combat et la pratique du combat et même je, se confronter, je- quelque part. je pense parce qu'en fait, c'est difficilement mesurable. C'est-à-dire que quand tu laisses libre cours à ça, toutes les philosophies ne tiennent plus. C'est-à-dire que on avait, je crois que c'était Héraclès, Hercule qui disait, lorsque les gladiateurs s'affrontent dans l'arène, les dieux sont spectateurs. Ça, Hmm. c'est une image qui est intéressante. C'est-à-dire que lorsque les combattants combattent pour leur vie, il n'y a plus de philosophie. Il n'y a plus Hmm. Voltaire, il n'y a plus Rimbaud, il n'y a plus Victor Hugo, il n'y a plus celui-là, il n'y a plus tout ça. Hmm. Tu vois? Et donc, ça fait partie, mais ça fait partie de l'être humain. Et parfois, trop vouloir le brider amène peut t'amener, c'est une question que je pose, hein, j'ai Hmm. pas la réponse du tout, peut t'amener à des dérives. Parfois, on a envie de frapper dans un sac. Hmm. Bien sûr. Parfois, on a envie de crier. Parfois, on ne crie plus, alors qu'on a cette capacité. Hmm. Tu vois? Oui, Et on bout donc, comme une cocotte à retenir tout voilà, ça. c'est ça. L'aspect Et primaire. donc, les sports de combat proposent un bon, pas palliatif, mais une bonne alternative. C'est-à-dire que, ok, dans la société dans laquelle je suis, si j'ai un problème physique, d'abord une altercation avec quelqu'un, je dois être capable de communiquer, d'accord? Je dois avoir un réseau de personnes autour de moi qui me permet d'être en sécurité, c'est le principe de la société. Je dois avoir une instance, donc les lois, la police, le système judiciaire, etc., pour me défendre au cas où une personne ne respecte pas ces lois. Mais quand tout ça, tout ça demande du temps. Mais quand on est dans l'immédiateté, quand on est dans le, tout ça demande du temps pour appeler des gens, pour communiquer, pour appeler la police, etc. Mais parfois, on a pu le voir dans des événements qui sont très récents, l'individu se retrouve face à l'immédiateté de la situation et la nécessité d'avoir recours à une forme de violence Hmm. pour se défendre ou pour Bien défendre sûr. des gens qui sont autour de lui. Et puis que le monde est monde, hein, de Est-ce toute que façon. notre société n'a pas brimé ce côté, cette capacité-là? Les arts martiaux, les sports de combat proposent j'ai envie de dire un défouloir ou un exutoire pour, ou un champ d'expression pour Hmm. Complètement. Ouais. cette énergie, cette sphère de l'être humain qui est brimée et dans lesquels, même dans d'autres sports, on ne peut pas laisser libre cours. Tu vois, ce côté animal, ce côté instinctif qui fait partie de l'être humain, qui et après, on peut mettre des mots, des philosophies, faire comme dans l'aïkido, mettre des trucs spirituels, etc. Mais non, c'est une confrontation entre un individu et un autre, une confrontation, l'expression de la violence la plus archaïque, qui fait partie de nous-mêmes. Après, je dis pas que il faut laisser cours tout le temps, c'est pas ce que je veux dire. Bien sûr, ouais. Mais si on en a besoin, et on sait que maintenant, avec la surpopulation, on en a besoin. Je dis pas que la société est plus violente. Hmm. Je rentre C'est pas dans ce différent. Ouais. dialogue-là. Hmm. C'est pas du tout ce que je veux dire, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas oublier. La question que je pose, c'est, je pense qu'il est sain d'avoir un endroit, un moment, un lieu cadré où on puisse exprimer
j'ai envie de dire cette énergie-là, pour pas mettre de terme, cet état d'esprit, c'est ce besoin-là, cette attitude, cette capacité-là. Voilà, Hmm. ça c'était important. Ça, je pense que c'est important à À mettre en avant et rappeler. c'est une question que je me pose très souvent. On dit souvent, il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier en temps de guerre. Ouais, complètement. Enfin, je partage l'avis, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, Ouais. c'est important, ça me touche. J'écoute beaucoup de. Tu sais, je regarde plein de podcasts, de penseurs, de trucs comme ça. Mais des fois, je me dis, mais si ta femme, elle se faisait embrouiller, là, Ah je bah te dis oui. pas d'aller planter la personne qui la tape. Je Hmm. te dis pas Mais, Non, c'est pas ce que je te dis. mais est-ce que Mais tu peux la vraiment, défendre, par contre? est-ce que tu pourrais. Non, mais je te dis pas de faire le super-héros, mais Hmm. est-ce que vraiment tu serais pas pétrifié sur place et là, toutes les connaissances que tu as emmagasinées, elles vont te servir à quoi, là, à ce moment-là? Hmm. Tu sais, Ouais. c'est ça qui me chagrine souvent. Et je pense que moi, j'aimerais être ça. J'essaie de trouver cette harmonie entre ces côtés-là, tu vois. Et les Hmm. arts martiaux m'amènent à ça. Et M'amènent, je- sont un moyen pour à équilibrer. Je lis beaucoup et tout ça, j'étudie. Et c'est pour ça que j'aime bien ce que tu m'as proposé dans le thème de ce podcast. C'est ce chemin qui est toujours mouvant. Mais je pense qu'on ne doit pas oublier ce côté-là. hmm. Et par rapport à ce que tu disais là, se reconnecter, se remettre en phase justement avec cette expression de violence dont l'homme avec un grand H hein, a toujours eu besoin, est-ce que au final, euh, les sports de combat, par la confrontation physique qu'ils induisent, mais aussi la confrontation intellectuelle dont on parlait tout à l'heure, c'est pas aussi prouver des choses et également se prouver des choses à soi-même? Je m'explique là aussi, et pour rester plus sur le côté sport de combat, c'est que, en fait, on va vérifier des choses, justement, au sens se prouver, et on va voir si une technique, une tactique est acquise, si on a progressé en dominant un partenaire ou un adversaire que l'on ne dominait pas avant, par exemple. Ça Hmm. va être aussi une façon de révéler la vérité et la valeur de notre apprentissage, de qui on est, de ce qu'on sait faire. Et justement, on parlait de vertu là tout au long du podcast, en plein dedans. Est-ce qu'au Ok. final, les arts martiaux, enfin, et même la confrontation au sens large, c'est pas ça. Prouver des choses et se prouver des choses. Bah, après, on peut mettre toujours un point d'interrogation devant les raisons pour lesquelles on veut prouver à qui, pourquoi, etc. Hmm. Oui, Mais c'est chez une personnel. personne qui est... Voilà, ça dépend en fait. Mais en tout cas, je dirais que les sports de combat, la confrontation cadrée et saine, enfin cadrée et encadrée, permet, mais avec assez de liberté, donc là je fais la pub pour le MMA, permet de s'évaluer. On ne sait jamais où on en est directement. On n'est jamais, par exemple, tu peux avoir des courants spirituels qui vont avoir des différents niveaux, etc., où tu montes progressivement et tout. Mais en vrai, tu sais jamais comment t'es. Tu vois? Tu sais Hmm, hmm. jamais où t'en es. Par contre, face à un adversaire, dans un problème donné, un type d'adversaire par exemple, contre un gaucher sur 3 fois 5 minutes, qui est un gaucher qui a 5 ans d'expérience et tout ça, ou je sais pas, tu vois, tu as des facteurs qui sont un peu plus objectifs. Tu peux t'évaluer. Et en plus, physiquement, tu peux t'évaluer, mais aussi tu peux t'évaluer comment j'ai approché la compétition. Est-ce Hmm. que mentalement, comment j'étais? Tu peux t'évaluer, c'est un peu plus facile. Et en plus, tu peux évaluer des choses sur lesquelles il est très difficile de mentir. Hmm. Ah Tu bah oui. vois? Très difficile de mentir. Et donc, je pense que le MMA serait. Le symbole du MMA, ça serait un miroir. Ça serait un Hmm. miroir, c'est-à-dire un miroir de comment tu es dans l'adversité. Comment tu es vraiment quand les choses comptent. Tu vois? Parce que Hmm. c'est beau, c'est facile pour nous de parler comme ça, d'être organisé, d'être bien didactique dans notre approche, etc. Mais quand ça compte là, vraiment. Quand je dis quand ça compte, c'est pas forcément dans la violence. Dans d'autres moments Oui, bien où sûr. on peut avoir une notion de stress, tu vois, tu parles devant un auditoire, etc. Avoir des points d'évaluation permet de se connaître. Les arts martiaux permettent, en tout cas, ouais, voilà. Je pense que à défaut de faire évoluer une personne,
les arts martiaux, et le MMA en particulier, sont un outil intéressant afin de mieux se connaître soi-même. Et donc, en se connaissant soi-même, hypothétiquement, il est plus facile, si l'envie en est, t'en prends, d'évoluer. Hmm. Non, mais c'est clairement, et ce que je trouve génial aussi, et notamment dans les sports de combat, dans les salles que je dirais entre guillemets saines d'esprit, c'est que un nouvel arrivant, souvent, il va être bien accueilli, mais vu qu'il est nouveau, personne ne le connaît et on va pas forcément, on va faire attention à lui pour le greffer, voilà, dans les sparring, etc. Mais sans plus, il y a pas de lien social entre guillemets. Et la beauté de la confrontation, justement, et là, au niveau de l'entraînement, euh, ça va être de révéler la personnalité. Et souvent, ce qui va être apprécié, et je l'ai observé, c'est les nouveaux qui en veulent. Forcément, c'est des trompettes, vu qu'ils débutent, c'est normal. Ils subissent pendant tout le sparring, la session de randori, mais quand il va faire preuve justement de volonté, s'accrocher, et là d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu chez les pratiquantes, qui sont souvent voilà, en tournant en sparring, en randori, avec des hommes qui vont souvent avoir un gabarit plus imposant qu'elles, s'accrocher et ça force le respect. Déjà, elles et eux, les hommes qui vont tester un art martial, vont se prouver des choses. J'ai su lui résister, j'ai pas tapé tout de suite ou je me suis pas mis en boule sous la pluie de coups. Et à côté de ça, ils vont aussi prouver aux pratiquants autour d'eux, ben, j'ai une vraie valeur morale. J'ai tenu bon, tu vois ce que je veux dire? Hum, ouais, je sais pas si... Est-ce qu'il y a une notion de qui est importante chez l'être humain, c'est la notion de survie, être capable de supporter des difficultés qui sont assez hautes pour pouvoir garantir la survie de l'espèce. Peut-être que intrinsèquement dans notre génétique, on est programmé pour se rapprocher des personnes qui ont cette faculté-là, et donc les arts martiaux révèlent, l'opposition révèle ça. Hmm. Ça peut être une des clés aussi. Mais socialement aussi, c'est intéressant d'être une personne qui est capable de, peu importe, de s'accrocher à ses objectifs et de s'adapter pour pouvoir triompher ou pouvoir s'approcher de ses objectifs. Je pense que c'est important au stade de la société, c'est important au stade de l'individu, au niveau de l'individu, pardon. C'est important au stade primaire même de l'individu instinctif pour la survie, etc. En fait, c'est très important. C'est pour ça que c'est, euh, on aime beaucoup ça. Ça, je connais peu de personnes qui aiment quelqu'un qui s'accroche, qui n'aiment pas quelqu'un qui s'accroche, tu vois. C'est une qualité assez importante. Par exemple, que ça soit dans le sparring, mais dans l'entraînement, mais dans plein d'autres disciplines, c'est un point clé, tu vois. La constance aussi. La Hmm. constance, c'est un point. La constance, la discipline, Ouais, dans la et pratique, puis le fait l'entraînement. Ouais. de persister, la persistance, ce sont des points qu'on retrouve dans toutes les pratiques, dans toutes les disciplines. Et dans les sports de combat, c'est vraiment illustré de manière emblématique par le combat et l'opposition. Comme tu as dit, homme-femme, la différence de poids, la différence de niveau. Mais socialement, tu es bien récompensé quand as ces caractéristiques-là. Tu vois. Hmm. Et ouais, ouais, c'est effectivement. Merci beaucoup, Johnny. Je ne sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose. Là, on arrive sur la fin. S'il y avait un point sur lequel tu voulais revenir, par exemple, ou aborder rapidement. Merci à toi parce que j'aime ce type d'échange, j'aime ce type de réflexion. Euh, j- je réfléchis en même temps que toi pendant qu'on parle et je trouve ça très intéressant parce que ça permet de mettre des mots sur sur des principes, sur des concepts, etc. J'aime beaucoup. Ça donne aussi l'opportunité de peut-être communiquer certaines idées ou faire naître certaines pistes de réflexion sur tes auditeurs, les gens qui vont écouter ton podcast. Donc c'est top. Et puis enfin, effectivement, les arts martiaux comme n'importe quelle voie, mais les arts martiaux en particulier, puisque et le MMA, nous sommes très très proches de la confrontation ultime, on va dire, pour la Oui, vie ou la mort, comme tout tu à fait. disais. Et on est très très proche de ça, mais on reste cadré, donc on reste dans ce qui est le plus
ce qui est le plus acceptable en termes de société, tu vois, Hmm. dans le règle de la société. Donc, pour moi, le MMA est un outil de développement, et le terme outil est le symbole outil n'est pas à prendre à la légère, il prend tout son sens afin de travailler sur une amélioration de son corps et de son, je sais pas si on peut dire esprit, mentalité, personnalité, en tout cas sur une amélioration de son être. Pour moi, les sports de combat sont un outil pour celui qui le souhaite, idéal ou très, très efficace pour l'amélioration de soi. Mais encore faut-il en être conscient et que ça soit pratiqué dans cet objectif-là. Voilà. Merci beaucoup, Johnny. Franchement, c'était super intéressant. On pourra toujours s'en refaire un. J'espère que c'était intéressant aussi pour vous de l'autre côté. Et du coup, mes chers découvreurs, il ne me reste plus qu'à vous saluer et vous souhaiter le meilleur d'ici le prochain épisode. Et restez curieux et libres.